8h26, voici à la une dans le monde. Il était aux alentours de 18h47 en Australie lorsque le 14 décembre dernier, les deux terroristes ont ouvert le feu contre des membres de la communauté juive de Sydney réunis sur la plage de Bondi Beach pour fêter l'allumage de la première bougie de Hanouka. Bilan, 15 morts. Depuis, les autorités australiennes tardent à appliquer des mesures promises après l'attaque. On en parle ce matin avec notre invité, le médecin, sénateur honoraire et un ex-président ou directeur de Médecins sans frontières, Alain Destex, qui nous fait l'amitié d'être dans notre studio et qui va répondre à vos questions, mon cher Jonathan. Alain Destex, bonjour. Bonjour Jonathan. Alors, un peu moins d'un mois après cette tragédie de Bondi Beach, on a l'impression que tout le monde a déjà oublié que deux terroristes qui avaient prêté allégeance à Daesh avaient tué de sang-froid 15 personnes parce que juives, en raison sûrement de l'enchaînement des événements en Iran aussi au Venezuela. Mais c'est justement ce que vous dénoncez quelque peu dans votre tribune écrite sur le site Causeur daté du 20 décembre, c'est que le monde a cette propension à passer assez vite sur le meurtre des Juifs et à vouloir se débarrasser presque de ce fardeau presque trop lourd à gérer pour certains gouvernants. Oui, le monde et en particulier le gouvernement australien qui a été, il faut le dire, absolument lamentable dans cette affaire. Lamentable avant la tuerie et lamentable après la tuerie. Alors, si on commence avant la tuerie, il y a eu 1500 incidents antisémites dans l'année qui a précédé la tuerie de Bondi Beach. Et ces incidents étaient évidemment en croissance exponentielle depuis le 7 octobre 2023. Et le gouvernement israélien a laissé se développer un palestinisme, un radicalisme anti-israélien depuis le gouvernement australien. Australien, pardon. Oui, excusez-moi. Depuis le 7 octobre, notamment des manifestations monstres ou des slogans génocidaires de type Globalize the Intifada ou From the River to the Sea étaient scandés. Et puis, il n'y avait quasiment aucune mesure de protection malgré ces avertissements. C'est-à-dire que les autorités israéliennes et australiennes, je ne sais pas pourquoi je fais deux fois ce lapsus, ça doit être un peu l'heure matinale et le froid, ont laissé cette manifestation d'Hanouka se dérouler quasiment sans aucune protection policière. Donc déjà, il y a eu un gros problème au niveau de la prévention. Et ensuite, après... d'abord, le gouvernement socialiste, M. Albanese, a refusé d'avoir une commission d'enquête indépendante. Ils appellent ça Royal Commission là-bas en Australie. Donc il y a une commission, il y aura effectivement quelqu'un qui a été désigné par le gouvernement, mais ce sera une enquête interne au gouvernement. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas eu de perception du caractère antisémite du problème et des attaques. Et là, le gouvernement australien a une espèce de réaction globale, si vous voulez, contre les discours de haine, soi-disant. Et donc, la tuerie débouche sur une limitation de la liberté d'expression où on n'a plus le droit en Australie de critiquer la diversité, de critiquer le multiculturalisme, de critiquer l'islam en particulier, et sans voir que cette tuerie antisémite de Bondi Beach a une relation directe avec l'idéologie islamiste qui n'existait pas en Australie il y a encore 10 ans et qui est devenue toxique et mortelle. Alain Destex, ce qui me frappe aussi, c'est que malgré les horreurs commises par le Hamas à Gaza, notamment contre des enfants juifs et israéliens de 11 mois ou de 4 ans, des horreurs rendues publiques par les rapports de l'armée israélienne que tout le monde connaît aujourd'hui, le meurtre des juifs ou l'agression des juifs à travers le monde est devenu un événement quasi banalisé et très peu réprimé par les appareils juridiques, que ce soit en France ou même en Belgique ou encore en Australie. Oui, en France, il y a 3000 personnes qui ont fait leur alia l'année dernière. C'est un record absolu
ces dernières années. Et les incidents antisémites se développent partout dans le monde, mais ils ne sont pas systématiquement réprimés. En Belgique, par exemple, il y a tous les jours cette manifestation devant la bourse de Bruxelles, où régulièrement des slogans antisémites sont lancés et annonnés. Il n'y a pas, d'abord, premièrement, cette manifestation n'est pas autorisée, elle est tolérée, et puis ensuite, il n'y a pas de répression systématique des paroles antisémites. Un slogan comme « Globalize the Intifada » est en fait un slogan antisémite, appelant à la guerre contre Israël. Le slogan From the river to the sea est évidemment un slogan, lui, carrément génocidaire, parce que c'est un appel soit à l'expulsion, soit à l'extermination des Juifs. Et il n'y a pas, comme vous venez de le souligner, vraiment beaucoup de réactions. Moi, j'ai été frappé en Australie. Il y a eu entre 15 et 20 000 personnes qui ont été... le lendemain ou au surlendemain du massacre de Bondi Beach, se recueillir, mais il y en avait 300 000 à la manifestation au mois de décembre ou au mois de septembre l'année dernière pour la reconnaissance de l'État palestinien. Donc il y a un double drame. Il y a la répression totalement insuffisante, et deux, il y a effectivement l'indifférence. Et franchement, moi, j'aime pas beaucoup les comparaisons historiques, mais là, ça commence vraiment à rappeler les années 30. Ce que vous dénoncez aussi dans votre tribune, Alain Destex, c'est le manque de courage, vous l'avez dit, des dirigeants australiens qui, selon vous, n'ont pas très envie de venir en aide à la communauté juive du pays pour ne pas froisser sa grande minorité musulmane aussi. Donc vous n'êtes pas loin de penser que les annonces faites par le Premier ministre albanais de réduire notamment les ventes d'armes ou de prendre des mesures contre l'antisémitisme resteront lettre morte. Ce sont des mesures de diversion, surtout évidemment s'attaquer aux armes, interdire les armes ne sert pas grand-chose. Ce qu'il faut interdire, c'est le discours islamiste antisémite et les individus qui le portent, donc notamment les imams. Parce que qu'est-ce qui va se passer en Australie avec ces nouvelles lois, notamment sur la répression, soi-disant du discours de haine? On a quand même eu une commissaire en chef de police en Australie qui a dit que ce massacre n'avait rien à voir avec la religion. Et puis, vous avez des réactions de, effectivement, Premier ministre albanais, ou albanais, je ne sais pas comment on prononce, et le ministre aussi, le Premier ministre de la province de Sydney, qui n'arrête pas de faire des comparaisons en disant il faut non seulement interdire les discours de haine, mais qui agite une espèce de menace nazie totalement imaginaire et fantasmée, en disant il faut interdire tous les discours extrémistes et radicaux. Alors oui, il cite certes l'antisémitisme, il cite rarement l'islamisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a désormais 1 million de musulmans en Australie, la croissance est exponentielle, et aussi parce qu'un certain nombre de députés socialistes, travaillistes, sont élus dans des districts à forte majorité musulmane. Et ça, ils ne veulent surtout pas y toucher. Donc, paradoxalement, cette tragédie antisémite débouche sur une limitation de la liberté d'expression, mais celle qui est visible dans l'espace public. Parce que les discours qui seront tenus dans les mosquées, eux, risquent de passer sous le radar des autorités. Alors, il y a un autre dossier sur lequel j'aimerais vous faire réagir, et c'est un dossier que vous connaissez bien, c'est celui du rôle des ONG dans la bande de Gaza et les accusations portées par Médecins sans frontières contre la décision des autorités israéliennes d'interdire l'accès à la bande de Gaza à 37 ONG. Médecins sans frontières dénonce, je cite, une ingérence scandaleuse et fait comme si rien ne s'était passé, à savoir que l'association et ses 37 autres organisations ont collaboré avec le Hamas, document à l'appui. Oui, exactement. Et d'abord, ce n'est pas tout à fait une interdiction de ces organisations, c'est-à-dire Israël, le gouvernement israélien, à juste titre, à mon avis, demande à ces organisations de communiquer la liste de leur personnel palestinien, afin d'éviter, comme d'ailleurs je l'ai prouvé dans un rapport il y a presque 2 ans maintenant, comme Médecins sans frontières a une partie de son personnel qui, s'ils n'étaient pas directement des terroristes, en tout cas ça je n'en avais pas de preuve absolue, avait relayé
et le message des terroristes avec enthousiasme. Donc déjà, ça devrait être suffisant pour les exclure de l'organisation. Donc Israël, à mon avis, a un droit tout à fait légitime de demander la communication de ces listes du personnel. Et ces ONG refusent au nom des principes de la discrétion, de la protection des données. Mais comme vous venez de le dire, elles oublient que depuis plus de 2 ans, ces organisations ont été complices avec le Hamas, puisqu'il n'est pas possible d'opérer à Gaza sans l'accord et avec le soutien et l'appui du Hamas, et qu'elles ont joué un rôle actif dans la guerre en se faisant le relais de la propagande du Hamas, notamment en dénonçant le bombardement, je crois que c'était d'Al-Shifa, en disant que c'était Israël qui l'avait commis alors que ce n'était pas le cas, mais surtout avec une communication entièrement à sens unique. Je crois que si on regarde le fil Twitter de Médecins sans frontières, il y a des dénonciations quasiment hebdomadaires d'Israël. Il n'y a pas eu un seul tweet condamnant explicitement le Hamas et pas non plus d'ailleurs un seul tweet appelant à la libération des otages. Alors comment résoudre selon vous cette question humanitaire dans la bande de Gaza? Plusieurs projets ont été essayés, tentés, notamment par les Israéliens et les Américains, mais tous ont échoué, plus ou moins. L'ONU semble hors jeu en raison de ses accointances avec le Hamas, et les pays arabes, arabo-musulmans, ne semblent pas pressés de venir en aide à la population gazaoui. Quelle est l'issue pour cette population? Oui, vous faites bien de souligner une certaine hypocrisie de certains pays arabes qui dénoncent Israël de façon rhétorique, mais finalement sont assez contents de ce qui s'est passé de la part du gouvernement israélien et n'ont certainement pas envie de mettre le pied dans ce bourbier qui est Gaza. Et d'ailleurs, c'est un peu la faiblesse du plan Trump. C'est effectivement qui va contrôler la bande de Gaza politiquement, puisque effectivement l'ONU est discréditée, les États-Unis n'ont évidemment pas envie de mettre le pied là-dedans. L'Union européenne en est incapable. Les pays voisins n'ont pas trop envie non plus. Qui va désarmer le Hamas? C'est vraiment une grosse question. Le Hamas est censé se désarmer dans le plan de paix de Trump, mais qui va mener à bien ce désarmement? Mais sur le plan de l'aide humanitaire, c'est aussi extrêmement compliqué, comme vous venez de le souligner, parce que les organisations qui opèrent, les ONG et l'UNRWA, sont complètement discréditées. On ne comprend d'ailleurs pas pourquoi l'Union européenne et la Belgique continuent à soutenir l'UNRWA. Je crois que les Américains, l'administration Trump a compris qu'il ne fallait pas financer cette organisation. Mais il ne faudrait pas non plus financer des États qui ont un agenda politique dans la région, comme la Turquie, par exemple, qui a ouvertement soutenu le Hamas et qui maintenant joue un jeu d'ingérence et d'impérialisme en fait en Syrie, dans le pays voisin. Donc voilà, idéalement, il faudrait des agences privées neutres, mais comme vous le soulignez avec la Gaza Humanitarian Foundation, ça n'a pas vraiment marché. Donc la solution, qui est extrêmement hypothétique et compliquée, c'est de trouver des nouveaux acteurs pas trop impliqués politiquement, qui voudraient prendre la place de ceux qui, à mon avis, sont aujourd'hui discrédités. Et en particulier dans le cas de Médecins sans frontières, vu la crédibilité de l'organisation détentrice du prix Nobel de la paix, je dis depuis 2 ans que MSF devrait se retirer et laisser la place à d'autres ONG et d'autres organisations, parce que d'une part, MSF a montré son biais et son parti pris, et puis d'autre part, faut arrêter de croire que des organisations sont absolument indispensables. Personne n'est indispensable, on peut toujours être remplacé. Alain Destec, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Bonjour à Tel Aviv.